Il existe dans notre monde des pouvoirs, des dons, des capacités que les humains peuvent utiliser à bon escient. La médiumnité est définie comme la capacité de communiquer avec les esprits. On appelle médium une personne qui présenterait cette capacité. La faculté médiumnique est aussi ancienne que le monde. Au cours des millénaires, prophètes et apôtres ont démontré l'existence de cette faculté. Les mystères d'Éleusis étaient fondés sur la médiumnité. Les Chaldéens, les Assyriens, avaient leur médium. Dans la Grèce antique, Socrate était dirigé par un esprit qui lui inspirait d'admirables principes de philosophie dont il entendait sa voix. Tous les peuples eurent leur médium. En France, les inspirations de Jeanne d'Arc n'étaient autres que les voix d'esprits bienfaisants qui la dirigeaient. Cette faculté qui se répand maintenant était devenue plus rare pendant le Moyen-Âge, sans pour autant jamais cesser de se révéler. La médiumnité est assez souvent, et selon les individus, une épreuve, dans la mesure où elle nous met en rapport avec une population d'esprits désincarnés, arriérés et invisibles, qui ne souhaitent pas que celle-ci serve à faire progresser celles et ceux qui la portent. De même, il s'oppose à ce que les esprits désincarnés en souffrance puissent en être aidés au moyen de cette faculté et de l'intervention humaine. Le célèbre Allan Kardec, grâce à son ouvrage sur la médiumnité, nous a permis de comprendre cette méthode de communication qui nécessite des talents hors du commun. La médiumnité a débuté à partir du XIXe siècle. C'était surtout en France que la médiumnité connut un franc succès. En effet, il y avait de nombreuses voyantes, guérisseuses, qui exerçaient à cette époque. Cependant, si l'on tient compte des faits historiques, on constate que dans l'Antiquité, les peuples avaient recours à des méthodes qui s'apparentaient au spiritisme. Nous voulons parler des dieux de la mythologie grecque. Nous avons également l'œuvre de Cornelius Agrippa, de la philosophie occulte, où il nous apprend à communiquer avec les anges et les esprits. Dans d'autres civilisations plus anciennes, on pouvait rencontrer des chamans, guérisseurs qui employaient des méthodes particulières pour soigner les malades. Ces chamans ingéraient des plantes qui leur donnaient des hallucinations. En récitant les incantations nécessaires, ils étaient capables de soigner des personnes grâce au contact qu'il y a avec les esprits. L'histoire nous montre que la médiumnité existe depuis plusieurs années. Les méthodes étaient différentes, mais le principe restait le même. Il fallait communiquer avec un esprit ou une entité supérieure. D'abord, je vais commencer par un monsieur. Je vais commencer par le monsieur là, qui a les lunettes. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Je sais pas pourquoi je le savais depuis tout à l'heure, vous regardez. Ouais. C'est pas moi, c'est Abby. C'est Abby. Parce qu'elle dit que vous êtes quelqu'un de très bien, mais que vous manquez de confiance en vous. Ça paraît bateau. Seulement, ce qu'il y a, c'est que non seulement vous devez avoir des facultés de magnétisme, des facultés de voyant, de médium, c'est ça? Médium et magnétiseur, oui. C'est dommage, on n'a pas un deuxième micro qu'on puisse bien entendre. Ouais, je vais parler un peu. Ah oui, il faut peut-être monter peut-être un truc. Ça serait... Faut voir, alors... Vous entendez? Ah oui. Comme ça, on entendra bien. Bonjour, comment vous vous appelez? Laurent. Bonjour Laurent, content, heureux de vous rencontrer. Bonjour. Alors, c'est votre femme à côté? Oui. Oui, elle s'appelle comment? Annick. Annick, c'est très bien Annick. Annick, vous avez une copine derrière vous, je ne sais pas qui c'est, mais on en reparlera, quelqu'un qui est décédé. C'est une amie, je pense, qui est partie, certainement d'une maladie, il y a déjà quelques années. Ça ne vous revient pas près de vous, c'est pourtant, alors je sais pas, ou alors c'est un rapport avec la dame juste à côté. Non. Ah non. Ça vous dit quelque chose, madame, qui est partie d'un cancer il y a quelque temps? 2-3 ans, quelque chose comme ça? On reviendra après sur vous. Non, mais c'est souvent, ils se baladent dans la même rangée, donc c'est normal. Tout le même problème. Non, on va parler avec Laurent d'abord. Je reviens avec vous après. Là, j'ai un message. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que votre papa ne devait pas faire ce que vous faites. Alors en fait, je l'ai su ici, c'est qu'il ne le faisait pas, mais il avait les facultés. Voilà, ben, on est d'accord. Vous êtes un peu... Alors, Abby me dit que vous êtes un peu le maillon qui au niveau... il n'y a pas de transition, il n'y a pas de transfert génétique de guérisseur, ça n'existe pas.
on est dans une famille, on décide de naître dans une famille de guérisseurs, on l'est ou on l'est pas. Alors votre papa n'était pas, justement, il faisait pas la même chose que vous, il a décidé de ne pas le faire, je pense. Il a décidé de ne pas le faire, effectivement, c'était son choix. Je ne sais pas s'il avait peur, j'en sais rien, je ne sais pas, mais il ne l'a pas utilisé. C'est quoi son prénom? Jean. D'accord. Il est parti il y a longtemps chez vous, ce monsieur? Oui, c'est très ça. Parce que j'essaie de rentrer en contact derrière et il me dit que ça fait longtemps. On va voir si elle peut aller le chercher. On va voir. Mais elle me dit non, pas besoin d'aller le chercher. Bon, c'est ça le couple. Hein. Non, en fait, elle pose la main sur vous pour vous dire que votre travail de guérisseur est important, que vous manquez de confiance en vous, mais que vous devriez justement oser davantage. J'ose, je le fais, pas tous les jours, mais presque. Ah voilà, vous le faites pas de façon professionnelle? Du tout, absolument pas. Je suis sourcier géologue. Enfin, j'ai eu mon frère aussi d'ailleurs. D'accord. J'ai bien mis dans le mille là. On voit bien que la famille elle est bonne là. On a du bon là. D'accord. Elle m'explique aussi qu'il faut quand même demander une contribution. Vous voyez, il faut pas faire les choses gratuitement. Oui, mais bon, ça me gêne un peu. Parce que... Voilà, ça y est, c'était ça que je m'entends. Ce qui me gêne, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Ben, c'est pour ça qu'elle vous a interpellé vous. Hein. Il n'y a pas 36 000... Il y a beaucoup de guérisseurs dans la salle? Oui, bon, il n'y en a pas 36 000. Hein. Les deux, quasiment là. Bon, elle est là, mais là, les deux là qui sont en couple en plus. Donc ça c'est pas mal. Vous avez une énergie mariale autour de vous qui est très très importante. Hein. Alors je sais pas si c'est tous les deux, mais l'énergie mariale, c'est vous. Passez-moi votre femme. Comment vous vous appelez? Annick. Ah oui, c'est vrai, Annick, c'est vous. Bon, alors Annick, l'énergie mariale, elle est très forte hein, autour de vous, vous le savez. Bah oui, mais bon, c'est que ça fait les autres. Ça prouve qu'il y a un bon couple, il y a des belles énergies. Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur quelque chose. Quand on vous donne la possibilité de faire quelque chose et de guérir ou d'apporter et d'aider comme vous le faites, il faut en retour un retour. oui. C'est obligatoire. C'est des mathématiques, c'est dans l'univers. C'est pour ça que je tenais à vous le dire. Vous l'avez compris? Bon. J'ai encore du mal avec ça. Ah bah j'ai mis des années, moi, à faire payer et au juste prix, en plus. Hein, il faut trouver un prix normal, pas excessif. Hein. Généralement, les magnétismes, moi, les soins que je vais donner en connaissance, donc les praticiens en connaissance, pourront demander entre 40 et 60 euros. 60 pour les plus expérimentés, bien sûr. Hein, et puis après, c'est dégressif pour les gens qui font des soins supplémentaires. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à mettre ça en place chez vous deux. On voit qu'il y a des belles énergies de guérisseurs. On voit qu'il y a de l'antériorité, au niveau familial, il y a même beaucoup de choses comme ça. Pourquoi on parle de livre? Vous voulez écrire quelque chose? C'était votre rêve? Monsieur Laurent? En fait, non, je n'ai pas l'intention d'écrire un livre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très extraordinaire, c'est qu'on fait souvent des soins à une amie qui est relativement malade, et puis très malade, et en fait, on aimerait bien que ça sorte pour ça, quoi, je veux dire, par rapport à ce qui se passe entre nous, quoi. Voilà. Donc, c'est plus en tant qu'expérience pour les autres. oui, et parce se que... dire de faire des soins, on ne fait pas des soins comme ça. Nous, ça fait presque 2 ans qu'on fait des soins pour elle. On voit progresser. En plus, moi, j'ai des connexions directes qui me disent des choses qu'elle n'accepte pas toujours, qu'elle a l'impression que ça ne va jamais arriver. Et plus le temps arrive, plus ça arrive. Et je me dis, waouh. On parle du prénom Jeanne ou Janine. Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, tous les deux? Non. Elle s'appelle Virginie. Pour pas la nommer. Non, c'est pas ça. Parce que c'est une femme et oh là là, c'est très 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 vieux ça. Ça c'est par rapport à votre père, ça je pense. Ça vous dit rien pour l'instant? Bon, c'est pas grave. C'est peut-être moi qui ai mal compris aussi. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez une question à poser à Abby? Non, moi j'aimerais beaucoup évoluer encore plus par rapport à ce que je fais, parce que en sorcellerie, géobiologie, je trouve que c'est déjà pas mal. Puis en magnétisme, c'est pas mal, mais je sais pas pourquoi, il me manque quelque chose. Tous guérisseurs, ça va venir.
Ça marche, hein, donc ça fonctionne. La communication en elle-même peut prendre plusieurs formes, comme par exemple la manipulation d'objets, planche Ouija, télékinésie, la manipulation de personnes. L'esprit communiquerait en prenant le contrôle du médium. Les apparitions visuelles ou sonores. La communication avec les esprits permettrait d'obtenir des informations sur le passé, le présent ou le futur, ainsi que sur la vie après la mort. Mais cela est-il réel? Par en croire certaines théories, la médiumnité n'aurait rien de paranormal. Il s'agirait d'une allocution de la glande pénéale. La glande pénéale endocrine est située près du cerveau et est aussi petite qu'un petit pois. Elle a la forme d'une pomme de pin, d'où son nom. Elle est associée au fameux troisième œil du fait de sa constitution semblable à notre organe visuel. Elle a été étudiée par des scientifiques qui ont pu effectuer des ponts entre elle et certaines prédispositions liées aux phénomènes paranormaux. Cette glande est admise d'importance dans la régulation du cycle du sommeil, des cycles menstruels, de la reproduction et donc de la sexualité. Elle serait alors une antenne ouverte sur un autre monde, au cœur même de notre propre corps, et ce pourquoi pas confin cosmos. La théorie insiste sur les effets électromagnétiques qu'elle serait en mesure de capter, telle la Lune ou le Soleil, et que ces dispositions sont indispensables à tous pour se repérer sur Terre. L'humain possède cette sensitivité qui agit son cortex cérébral afin de convertir les informations fournies par la glande pinéale, et c'est à partir de cette mécanique qu'on peut penser expliquer les phénomènes paranormaux, voyance, télépathie, médiumnité, etc. Tout comme la vie spirituelle et mentale, principe électromagnétique et spirituel chez un individu. Le rôle du médium est d'apporter un éclairage sur la question qui vous préoccupe. En effet, il reçoit des messages, des visions, voire des flashs sur vos proches disparus. Parfois, il est possible que le médium ait également des prédispositions à faire passer les âmes de l'autre côté du rideau. Le passeur d'âmes. Il a la capacité de montrer le chemin vers la lumière aux âmes perdues. Ces âmes perdues sont des défunts qui se retrouvent coincés dans notre espace-temps. Ils se retrouvent dans cette situation pour différentes raisons. Soit leur mort a été brusque et violente, ils n'ont pas compris qu'ils sont morts, soit ils restent très attachés à un lieu ou à une personne, soit encore les vivants qu'ils ont côtoyés les retiennent en pensant sans cesse à eux, en n'acceptant pas leur mort, etc. Reconnaître un véritable médium d'un charlatan n'est pas toujours facile, d'autant quand on n'a jamais consulté. De plus, c'est souvent dans des situations délicates que vous avez besoin de l'aide d'un médium. Vos facultés de jugement peuvent s'en trouver altérées, tant votre esprit est focalisé sur votre problème. C'est pourquoi nous vous demandons de rester vigilant à qui vous demandez ces services. Pour faire la différence entre un mentaliste et un médium, il faut écouter. Si la personne qui se dit voyant et ou vous pose un tas de questions, n'insistez pas. Il vous amène à en dire le plus sur vous et par déduction logique vous place des phrases toutes faites qui feront plus ou moins écho en vous. En clair, il vous amène à entendre ce que vous voulez. Un médium n'a pas besoin de détails. Au contraire, cela peut influencer ses visions. Il doit donc simplement se connecter à votre âme afin de rentrer en contact avec vos guides et de vous délivrer les messages que vous n'arrivez pas à entendre de vos proches disparus. Au mieux, il a simplement besoin de votre nom et de votre prénom. Au pire, il peut vous demander votre date de naissance ou votre photo s'il s'agit d'une consultation à distance. Un bon médium n'a pas besoin de vous faire revenir pour un nombre incalculable de séances avant de pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin. Une seule séance suffit. Si vous constatez que la personne sous-entend d'emblée que votre problème est trop complexe pour être résolu une seule fois, là encore prenez vos jambes à votre cou. Le tarif est également un signal d'alerte. Comme tout professionnel, un médium va vous facturer sa consultation. Cependant, le montant annoncé doit rester correct. Si vous vous retrouvez face à un professionnel qui vous demande une somme exorbitante, passez votre chemin. Vous faites face à un escroc. Il reste cependant de très bons médiums, le cœur sur la main, cherchez les biens. Des oignons. Elle me tiens, regarde des oignons. Oui, ça sert à quoi ça? Elle vous offrait des oignons fleurs. Bon ben voilà. Alors c'est souvent comme ça, hein, la médiumnité. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais vous, ça vous parle, hein, effectivement. Hein, ouais, je comprends pas ce qu'elle me dit là, parce que c'est un rapport avec le pape. Moi non plus. Vous non plus. Alors, est-ce que je suis parasité? J'en sais rien. Non, je crois pas. Qu'est-ce que t'en penses, lui? Non, vaut mieux pas rentrer sur le sujet. Bon, on rentre pas sur le sujet. Je sais pas. Est-ce que vous avez une question à poser à Françoise? Non, pas vraiment, non. Je ne suis pas préparée à ça. Oui. Ça ne vient pas spontanément.
Oui, quand on vient généralement faire... en salle, souvent, on ne s'attend pas à ça. Hein. C'est assez clair. Mais là, c'est quelqu'un de vraiment très très bienveillant. Hein, et on voit qu'elle continue d'être présente hein, autour de vous, autour de vos projets. Vous avez des projets de changement de lieu? Non, pas vraiment. C'est qui autour un changement de lieu? C'est vous? D'accord, parce que c'est vous deux, pardon. Excusez-moi, on reste sur la même rangée, mais des fois c'est comme ça. Hein. C'est Abby qui pointe, c'est pas moi. Vous allez prendre le micro, comme ça. Voilà. Bon, alors tu vas? Oui, on reste sur le même, on est d'accord. Non, on a des petites disputes de temps en temps, parce qu'on n'est pas... Des femmes ne te parlent mal. Bonjour, bonsoir, comment vous appelez? Evelyne. Et puis votre mari, c'est Daniel. Evelyne et Daniel. Ça pourrait faire un bon feuilleton télévisé, ça. Evelyne et Daniel. Je le sentirais bien. Bon, alors Abby dit que vous avez des changements de projet d'habitation, de lieu d'habitation apparemment, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Y a-t-il avoir des freins ou quelque chose comme ça? Non? Oui. Et puis là, ça va se faire normalement. Oui, j'ai fait le nœud dans la famille et après, ça s'ouvre. Je déménage. Voilà. Parce que les freins, c'est ça. Hein. Elle me montre des freins je voyais bien que c'était l'environnement familial hein, mais il faut changer de lieu après, elle dit. Hein. Tout à fait. Par contre, c'est beaucoup plus aérien. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est plus aérien. C'est où? C'est la campagne? Alors, a priori, j'habite Genlis, je devrais aller du côté de Nuit-Saint-Georges. Ah, c'est plus sympa. Écoutez, c'est là qu'il faut que j'aille. Il faut y aller. Hein, elle me dit que l'ordi, là, il y a un changement de lieu de vie, il faut y aller, il faut le faire. Donc ça, c'est important. Hein. Je pense que ça, il n'y a pas de doute. 6 mois, il faut 6 mois encore. À Noël, normalement. Enfin, 15 décembre, 15 janvier, à peu près, dans ces eaux-là. Ouais, mais les changements géographiques auront lieu en début d'année, je veux dire. D'accord. Hein, faut le temps que tout se mette en place. Vous avez une question à poser à Abby? Alors, est-ce que le travail que j'ai fait pour défaire ce nœud, donc toute cette généalogie, est juste? Moi, je ne devrais pas poser la question, c'est stupide. Non, je pense qu'il... Alors, vous êtes dans une recherche de vérité. Il y a des recherches de vérité peut-être aussi au niveau des femmes dans la famille. Il y a des choses qui se sont transmises au niveau des femmes, je pense. Alors après, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, encore une fois. C'est un problème, un secret de famille entre femmes. D'accord, c'est un secret de famille entre femmes. Bon. Elle dit que ça c'était bien, c'était là-dessus qu'il fallait tout miser. Et que vous avez effectivement bien fait de dénouer cette histoire-là, parce que du coup il va y avoir une plus petite, alors c'est bizarre, vous avez une petite fille, parce que moi je vois une petite fille blonde avec des bouclés. C'est pas vous petite? Non, je n'ai jamais été bouclée. Non, enfin ondulée, hein, je dis bouclée, ondulée quoi. J'ai vraiment un enfant, mais c'est dans les années 50 ça. Bah si. Est-ce que cet enfant ce serait pas moi malgré tout avant? Donc, dédoublement, je suis toujours deux en réalité. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été deux. Bah ça c'est bizarre, ça m'arrive. Moi je vois bien sur vous la petite fille, vous dites deux, bah oui, et par rapport à l'âge, tout ça, ça correspond. Je n'achète jamais un pull, j'en achète deux, j'achète toujours par deux. Parce que c'est comme s'il y avait un double, quoi, ça fait un peu bizarre. Bon, est-ce que j'ai été jumelle? Mes parents ne l'ont pas su. C'est possible, parce que je vois vraiment une petite fille, on me montre je trouvais que c'est comme si c'était vous, quoi. C'est pour ça est-ce qu'il y a un? Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, oui. D'accord. Donc c'est curieux. Bon, bah moi, j'en apprends aussi, je ne m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, c'est ce dénouement de secrets de famille sur les femmes, etc., c'est bien, c'est ce qui va vous permettre ce déménagement, je résume. Hein, ça va être très 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 important. Et continuez ce que vous avez fait, parce que c'est vraiment important. Vous avez eu du mal au départ à y aller, vous? Bah, à entreprendre toute cette démarche? Non, c'est... Il me soutient, c'est ma Babette. C'est votre Babette? Rappelez-moi votre prénom? Daniel, c'est la Babette. Non, parce que j'ai pas compris ce qu'elle dit. Elle me parlait de soutien en me montrant, vous. Donc,
vous avez aidé, quoi. Bon, je soutiens, parce que c'est vrai qu'avec la famille, c'est pas facile. Hein. Ouais, bah oui. Ça coince. Mais non, des grands coups de latte, on n'en parle plus. Non, mais des fois, je suis un peu fort. Hein. Non, c'est bien, vous avez bien fonctionné, et là, je suis content. Ah, c'est une bonne chose. Bon, ben, on va passer à la suite. Alors, à qui je donne le micro? Bah, je sais pas. Est-ce que je ne donnerai pas ici? Je sais pas, bah, dis, t'as quelque chose pour... Monsieur qui s'appelle Alain. Est-ce que Alain. vous avez quelque chose pour Alain? Je vois son nom de famille, Terrieur. Non, hein, c'est très lourd. Hein. C'est très très lourd. Hein. Non, 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 non. Ah, il y en a qui ont compris en retard, comment c'est... Non, mais il faut désacraliser la médiumnité. Hein. Je le dis toujours, sinon ça n'arrivera pas. Hein. Sinon ça ne fait pas. Non, Alain, je vais demander si Abby a quelque chose pour vous de particulier. C'est votre épouse à côté? Non. Bon, ça deviendra. Ah, ça sauve, le gars est là, putain, j'aimerais bien, merde, du coup, il m'a grillé, quoi. Vous avez des questions à poser à Abby? Non, pas là. Non, pas pour tout le monde. Non. C'est ce que je pensais, il ne parlera pas. Même ceux de la torture, il ne dira pas qu'il veut l'épouser. Non, non, je pense pas que ça je vous embête plus, je vous taquine depuis tout à l'heure. Hein. Mais il y a une ouverture d'esprit quand même, on voit bien qu'il y a une volonté d'avancer et de grandir surtout, qui est très importante chez vous. Là, Ben oui, mais écoutez, moi je suis super contente en plus que vous ayez pensé à moi, que vous ayez pu me trouver, parce que je passe de plus en plus rarement sur Facebook aussi, parce que très peu par mes à côté. Je pense que vous êtes assez sérieuse et assez fiable pour faire cette interview en live et tout ça. Surtout qu'il y a énormément de personnes qui sont en demande de savoir et de connaissances, de partage. Donc franchement, c'est un honneur pour nous de vous accueillir sur notre groupe et sur ce live, quoi. Merci. Alors donc voilà, donc tout à l'heure je vous demandais justement comment vous vous êtes rendu compte que vous avez cette capacité de médiumnité. Alors tout simplement, moi c'est un don de naissance comme on dit, hein, même si ça fait un petit peu produit marketing, ça existe. Voilà, les dons de naissance existent. Et moi depuis l'âge de 4 ans, et après ça s'est confirmé à 7 ans, c'est-à-dire ça m'a pas quitté après ça. J'avais tout simplement des défunts autour du lit. À tel point qu'à un moment donné, je m'étais même fait un trou dans le drap pour regarder, pour pouvoir épiler à quel moment ils partaient. S'ils étaient toujours là, devant le lit, si ça bougeait. Donc j'ai fait un petit trou dont je me faisais gronder souvent par mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi les draps étaient troués. C'était juste pour moi, pour me permettre de voir qui était là et qui bougeait, qui s'en allait, et ainsi de suite. Je vivais planquée sous ma couette durant une nuit. D'accord. Et ça vous est arrivé à quel âge, la première fois que vous avez vu un défunt Alors moi, ça a commencé, on va dire, par un guide familier. C'est-à-dire c'était mon propre frère qui est décédé, qui m'est apparu. D'accord. Et donc ça a été le premier, entre guillemets, à venir. Après, j'ai eu pas mal de visites, énormément, par rapport à des ombres, des images assez gore qui venaient comme ça. Des gens, beaucoup d'ombres, de silhouettes noires aussi au bord du lit, que je n'essayais pas de détailler parce que lorsqu'on est enfant, clairement on bloque. Voilà, c'est assez effrayant, on va bloquer, donc on ne va pas essayer d'écouter ce à quoi on a affaire, on va plutôt se cacher et éviter tout ça. Et après, à l'adolescence aussi, donc je voyais toujours des gens auprès d'autres personnes, sauf qu'il n'y avait que moi qui voyais ces gens auprès d'autres personnes. D'accord. Là, je me suis dit, c'est pas normal, c'est moi que je les vois, pourquoi les autres ne les voient pas, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de différent chez moi de voir les choses de l'invisible. D'accord. Et psychologiquement parlant, vous l'avez vécu comment, en fait? Vous en avez eu peur? Est-ce que... Du tout. Non. Du tout. Alors, bizarrement, ça, c'est quelque chose qui, comment dire, a été
même si au départ c'est assez intimidant, on ne peut pas non plus se leurrer là-dessus, c'est intimidant, j'ai été mise en confiance justement par ce guide spirituel, donc mon frère qui est décédé, de suite. Presque tous les soirs il m'accompagnait et dans la façon dont il m'apparaissait, moi il tenait à distance. Tout ce qui était au niveau des ombres, tout ce qui était au niveau de ce qui m'effrayait, à chaque fois que lui venait auprès de moi s'asseoir au bord du lit, tout ce qui était sombre autour s'éloignait. D'accord. Donc du coup, j'ai pu grandir dans un élément, on va dire, un peu sécurisé, puisque j'avais pleinement confiance en cette personne, et je me disais, bon, tant qu'il est là, ça va, je risque rien. D'accord, donc, ça m'a aidé aussi à me renforcer dans cette conviction. D'accord. Alors du coup, comment vous communiquez avec ces entités, en fait Alors, au niveau de tout ce qui est au niveau des entités, alors moi je fais un distinguo entre les deux, entre le terme esprit et le terme entité. D'accord. Pour moi, les esprits, ce sont les défunts. D'accord. Déjà à la base, les esprits, ce sont les défunts. Et les entités, c'est ce qu'on appelle des énergies pures. Alors là, pareil, j'ai vu la première partie du live. Et en fait, ça existe. Si on part du principe qu'il y a des énergies créatrices, alors qu'on peut appeler anges, guides spirituels, êtres de lumière, et ainsi de suite, ces êtres-là existent. Et il y a aussi, on va dire, le côté de la dualité avec des êtres beaucoup plus sombres. Et ce sont donc des entités qui n'ont jamais connu pour moi l'incarnation terrestre et qui n'ont rien d'humain. Ce sont des pures énergies qui sont soit dans la bienveillance, soit dans le sabotage. C'est un distinguo que je fais. Donc au niveau du dialogue avec les défunts, je les vois, donc je les entends également. De manière aussi télépathique, puisque étant petite, vu qu'ils m'effrayaient énormément de les voir, j'allais dire en chair et en esprit, j'avais bloqué ça. Donc moi j'avais demandé à ce que ça s'arrête, à ne plus voir ces visages, ne plus voir ces états de macabée, pour dire les choses comme elles sont. Donc au bout d'un moment, je voulais bloquer, ni plus ni moins cette aptitude que j'avais. Et lui m'a expliqué à nouveau, il s'est dit non, écoute, tu vas avoir quelque chose à faire avec ces gens-là, et à la place, tu vas les voir de manière télépathique, tu vas les entendre de manière télépathique. Donc tout ce qui est au niveau de la clairvoyance de mes yeux et à l'oreille a cessé. Par contre, je n'ai pas perdu au change parce que maintenant c'est l'empathie avec les défunts. C'est-à-dire qu'au niveau de l'émotionnel, au niveau des causes de décès, je ressens la douleur et les causes de décès physiquement. Donc c'est quelque chose qui est assez éprouvant. Mais quand on est enfant, on se dit ouais, mais pourquoi pas. Mais bon, l'empathie, je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis dit, du moment que je ne les vois plus, je les entends plus, ça m'allait quoi. C'est après, à l'usage, que je me suis dit bah tiens, le fait de ressentir que quelqu'un est décédé et brûlé vif, c'est quelque chose. Le fait de ressentir les maladies physiquement, c'est quelque chose aussi. Les états émotionnels pour beaucoup, c'est-à-dire que quand certains sont dans la colère, ça va m'imprégner aussi. Dans des états d'euphorie aussi, ça va m'imprégner. Et après, il y a un temps où il faut aussi se décharger de tout ça. Donc, je travaille beaucoup plus en médiumnité, ce qu'on appelle télépathique avec les défunts. Je les vois donc ce qu'on appelle par le troisième œil, donc une visualisation, et je les entends en claire audience, mais dans ma tête, pas à l'oreille. D'accord, après, donc... pour les entités, on va dire que pour les entités, lorsque je les ai, ça s'impose elles-mêmes. Ce sont d'autres formes d'énergie qui sont colossales. Et je travaille énormément avec les guides des autres personnes, puisque moi j'ai grandi avec le mien, j'ai eu cette chance de garder ce lien. Et je perçois les guides des autres personnes auprès des gens. D'accord. Aussi leurs défunts également. D'accord. Du coup, vous parliez donc du coup des anges et des guides, mais est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu plus? Est-ce que c'est du coup pour vous, donc du coup ça existe, et est-ce que vous pouvez nous dire leur rôle? Alors moi je suis pas angélique bizarrement. Je suis pas du tout dans cet aspect les anges et tout ça. Donc moi je parle vraiment. Alors que pour définir, on va dire on parle de la même chose. Ça veut des entités, donc des pures énergies qui sont totalement inhumaines, puisque ça n'a jamais connu une incarnation terrestre.
Après, comme j'ai coutume de le dire moi dans mes conférences, si on était né en Chine, on parlerait de certaines déités. Si on était en Inde, on parlerait d'avatars. Et en même temps, ça reste toujours des êtres purs au niveau spirituel. Donc ici, on est dans une culture judéo-chrétienne, on va appeler ça des anges, des archanges. Mais je ne suis pas non plus dans ce registre-là, bizarrement. Voilà, je préfère le terme d'être de lumière ou d'entité pure. Voilà, comme ça, c'est inhumain. Voilà, comme ça reste basique, on reste sur de l'inhumain. Et c'est un travail vraiment d'accompagnement, de soutien auprès de tout le monde, sans exception. C'est-à-dire même quelqu'un qui est totalement athée, qui ne croit strictement en rien, a auprès de lui un guide spirituel qui est là pour l'épauler. C'est un conseiller. Oui, donc du coup, ça a coupé. Je pense que c'est notre connexion qui a un peu bugué. Alors du coup... Donc du coup, je voulais savoir... J'ai contacté Inès 2 fois, elle est au top. Oui, c'est une très bonne personne. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai contacté Inès 2 fois, elle est au top. Bon, mais merci. ça me rassure. Moi, j'ai pu aider, voilà, ça peut apporter pas mal de choses. Parfait, nickel. C'est le but aussi, au niveau de la médiumnité. C'est vrai que le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'est la médiumnité? Et c'est vrai que le terme médium, après, il est galvaudé. Voilà, on semble poser une étiquette et au final, ça veut simplement dire intermédiaire. Hein. Si on regarde le dico, vous regardez le terme médium, ça veut dire intermédiaire, le milieu. Oui. Et en fait, c'est le milieu entre quoi et quoi? C'est uniquement le milieu entre le monde invisible, le monde énergétique, et le monde matériel, le monde physique. Voilà, donc nous, on a cette aptitude ou même une facilité pour certaines personnes à faire un petit peu cette balance, à être ce point de relais, ce palier. Et c'est vrai que voilà, après, ça peut aider beaucoup de monde qui se posent pas mal de questions sur eux-mêmes, sur l'au-delà, sur il y a quelqu'un qui est autour d'eux ou d'elles pour pouvoir les aider. On est là, voilà, dans ce but-là d'expliquer et d'accompagner. C'est un système d'aide, ni plus ni moins. Donc, le terme médium, comme vous disiez tout à l'heure sur la première partie, je ne sais pas au final comment l'appeler, il y a le mot dans le dico qui est là, on va le prendre. Hein. Après, voilà, c'est pas un statut, c'est pas une élite, j'allais presque dire c'est un qualificatif pour dire, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, entre deux états de conscience et qui peuvent faire comme ça ce point de relais, ce petit fil conducteur entre les gens et le monde invisible. D'accord. Alors du coup, oui, donc je voulais parler, tout à l'heure vous nous parliez des chakras. Donc justement, donc est-ce que vous, du coup, en tant que médium, vous avez ouvert votre 6e œil, c'est ça? Donc c'est le 6e, hein, si je ne m'abuse. 6e sens. Non, c'est le 6e œil qu'on ouvre pour... 3e œil. Ou le 3e œil, je sais plus. Alors on appelle ça le 3e œil. La vision par le 3e œil, en fait, quand on parle du 3e œil, ça se trouve donc au niveau entre les sourcils. Il tient un peu au niveau du front. C'est un peu comme l'œil des cyclopes, en fait, on est plus loin. Et c'est quelque chose qui permet de voir le monde invisible, le monde éthérique. D'accord. Donc c'est désigné comme un chakra, effectivement, mais après c'est une visualisation mentale aussi, pour beaucoup. Donc certaines personnes vont vouloir essayer de développer ça par le biais de méditation, par le biais de travail comme ça, guidé pour essayer d'ouvrir leur chakra. Moi, à titre perso, je le déconseille. Je le déconseille parce que tout simplement, si vous n'êtes pas préparé à recevoir tout ça, au bout d'un moment, il y a un effet, un double effet qui se coule, on va dire. Parce que si vous vous ouvrez à quelque chose de totalement inconnu, après, personne n'est en mesure de faire le tri. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir de ne pas voir certains défunts, certaines présences plus lourdes. Voilà, comme j'ai expliqué souvent, on ne peut pas avoir de médiumnité à la carte. Oui. Certains voudraient ouvrir les choses pour être en lien, en relation avec leurs proches disparus ou pour acquérir d'autres éléments par rapport à leur éveil spirituel. La finalité, elle est juste, elle est très bonne. Mais dans les faits, on ne peut pas trier en se disant, moi, tout ce qui est vilain, pas beau, je ne veux pas le voir. Je veux voir que les gens qui sont partis. Je veux voir que mes guides, on ne peut pas trier.
on le subit pleinement. Donc c'est vrai que dès qu'il y a du forcing au niveau des chakras pour ouvrir certaines perceptions, perso, moi je suis contre parce que je me dis faites attention à vos vœux. Parce que s'ils se réalisent, vous ne pourrez peut-être pas être assez apte à le gérer après. Ouais. Que ce soit émotionnellement ou psychologiquement, il y a un impact derrière, il y a beaucoup d'impact. Donc il faut arrêter entre guillemets de dire, pour ma part, quand on dit tout le monde est médium, moi je dirais plutôt tout le monde est très intuitif. Tout le monde est sensible, tout le monde a du ressenti, tout le monde a de l'empathie. Mais après, est-ce que tout le monde est capable de vivre H24 avec des défunts tout autour, des énergies un peu plus ou moins lourdes? C'est une autre paire de manches, quoi. C'est autre chose. D'accord. Oui, bah oui, c'est sûr, oui. Il y a beaucoup de gens qui se servent de la tristesse des gens pour se remplir les poches. C'est qui dit ça? Oui. Ad, d'accord. Oui. Ah oui, voilà. Donc là aussi, pareil, ça c'est, on va éviter les préjugés en se disant tous les bénévoles sont gentils, bienveillants, tous les pros sont des charlatans ou abusent de la tristesse des gens. C'est totalement faux parce que moi j'ai connu des bénévoles qui ont fini gourou, ni plus ni moins, uniquement pour leur ego, c'est-à-dire qu'ils étaient là parce qu'ils avaient un public et ça les flattait aussi. Comme je connais moi-même, comme citer, mais d'autres aussi heureusement, qui sont professionnels et qui ne sont pas là non plus à monnayer à prix d'or leur temps et leurs aptitudes. Voilà, moi je prends un exemple tout couillon, quand vous avez des séances de contact avec les défunts qui plafonnent à 150 €, c'est de l'abus. Ah oui, oui. Clairement. Quand vous plafonnez des séances, on va dire dans une trentaine d'euros, cinquantaine d'euros, je dirais c'est un temps normal de travail. Je prends un exemple encore tout bête pour amener les choses à leur juste valeur. Quand vous faites venir un artisan à la maison, il vous facture les frais de déplacement à hauteur de 30 €. Oui. Donc voilà, c'est juste pour amener dans cet ordre d'idée que voilà, il y a certaines personnes qui professionnalisent leur aptitude, que ce soit dans le magnétisme, la radiesthésie, la médiumnité ou autre. Il ne faut pas associer comme ça l'amalgame. Tu es monnaie, c'est un charlatan, tu abuses des gens. Exactement. Dans le préjugé, je pense. Bah, je pense que tu es bien placé pour le dire, toi aussi, Alex. Parce que, comment s'appelle mon ami? Donc, vous le voyez pas, enfin, vous le voyez, mais il est là. Donc, en fait, mon ami, en fait, est magnétiseur et on lui a... Quand il faisait ça, en fait, je dirais bénévolement, donc il aidait les gens gratuitement et tout ça, on lui disait, mais pourquoi tu te fais pas payer, en fait? Mais t'es un charlatan. Et à partir du moment où il s'est fait payer, les gens, ils ont... Alors, c'est ça qui est un peu bête d'un sens. Les gens, ils ont plus eu tendance à le croire plus. Et puis d'un autre sens, ils disaient ah bah oui, vous faites payer, mais finalement, est-ce que c'est vraiment vrai? Les gens sont toujours dans le doute, en fait, sont toujours... Non, il y en a qui disaient que j'étais pas cher, donc j'étais un charlatan. Voilà, il y en a qui disaient oh bah il est qu'à 30 € de la séance ou 20 € parce qu'avant j'étais à 20 €. Avant il était à 20 € la séance. Ah bah oui, vous êtes un charlatan, c'est pas possible, vous pouvez pas mettre une séance à 20 € quoi. Alors les gens sont beaucoup là-dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'était pour ceux qui n'avaient pas les moyens, qui peuvent avoir les moyens. Bah oui. Donc en fait, voilà, ça revient à ce que vous dites. Oui, les gens sont beaucoup dans cette critique-là, en fait. Et après, moi, j'ai commencé aussi à tarifer parce que je ne faisais plus que ça. Donc c'était un travail constant. C'était les journées pleines. Et aussi pour limiter les abus. Parce que là, clairement, quelqu'un qui est bénévole... il y a de l'abus derrière aussi, c'est-à-dire que les gens vont venir en disant ben voilà, si vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, il y a presque voilà, on est trop en demande et ça limite aussi cette dépendance par rapport à la médiumnité, le fait de tarifer et en même temps c'est un juste équilibre. Alors je dis pas, j'aime pas du tout cette idée de l'argent est une énergie, ça je déteste ça, mais ça reste quand même un juste équilibre. Voilà, parce que bon, il y a quand même du temps qui est passé, il y a de l'énergie qui est donnée. Et on a nos factures à la fin du mois comme tout le monde. Donc c'est vrai que voilà, il ne faut pas cataloguer en disant tu monnaies, c'est pas bon, tu monnaies pas assez, c'est que t'es pas compétent, tu monnaies trop, t'es un charlatan, t'es un bénévole, t'es tout gentil. Voilà, donc il faut replacer les choses. Après, on va pas se leurrer là-dessus très très longtemps. Tout ne fonctionne après que par le bouche à oreille. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un qui est complètement incompétent ou complètement au perché, ça va faire vite aussi la tournée et les gens ne vont plus recommander telle personne, que l'on soit bénévole ou que l'on soit professionnel.
On va dire, voilà, bah écoute, celui-là, évite-le parce que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Celui-là, évite-le parce qu'il n'est pas habilité, il n'est pas apte, il n'est pas assez expérimenté. Voilà, que ce soit bénévole ou pas, au final, ce sont les gens qui vont faire tourner comme ça par le bouche à oreille énormément. C'est la meilleure chose qui puisse arriver, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est le bouche à oreille, c'est exactement ça. Question à Inès, je vois beaucoup de monde en rêve, que je ne connais pas. Je suis persuadée que c'est des défunts. Que dois-je faire pour les aider? Alors, au niveau du rêve, la grande difficulté du rêve, c'est de savoir quelle est la part de vérité. Je vais prendre un exemple tout bête là aussi. Si vous êtes tout le temps axé sur le paranormal, l'ésotérique, les lectures spirituelles, les vidéos YouTube qui vous parlent des défunts, si c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie, que vous le cultivez, au bout d'un moment, il y a le psychisme, il y a le mental qui va travailler dessus. Et ça peut même être de l'ordre du fantasme au niveau des rêves. C'est-à-dire que la personne peut être conditionnée dans cette idée, est-ce que je ne retrouve pas les défunts? De l'autre côté, ça peut effectivement être vraiment des esprits qui viennent vers vous. J'ai certaines amies qui sont aussi médiums et qui travaillent essentiellement par le biais des rêves. À nouveau, la difficulté, ça va être de prouver la véracité du défunt. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il a donné un nom? Est-ce qu'on peut le retracer? Est-ce que, mettons, dans les jours suivants, on va rencontrer quelqu'un de sa famille qui va nous en parler en disant, écoute, j'ai perdu quelqu'un il y a 3 mois, il s'appelait Pierre. Punaise, j'ai rêvé d'un Pierre il y a 3 mois et comment il est parti d'un accident de voiture. J'ai rêvé, voilà. On peut faire des liens comme ça. Mais la grande difficulté du domaine des rêves, c'est est-ce que c'est de l'ordre du mental, du psychisme, qui travaille gros parce que vous êtes focalisé sur le paranormal, ou est-ce qu'effectivement, c'est une vraie rencontre? Là, on pourrait lever le problème en se demandant est-ce que c'est ressenti comme du vrai, du réel, comme les gens qui ont perdu un proche et qui les retrouvent justement par le biais du rêve et qui se trouvent très émus au moment du réveil parce que pour eux, c'est une rencontre réelle, concrète. C'est quelque chose dans l'émotionnel qui est très très fort et ça laisse aucun doute qu'il y a eu vraiment une retrouvaille. Donc, si on est dans ce registre-là, après pour les aider, c'est une pensée, c'est allumer une petite bougie, peut-être une prière, ou simplement leur dire, écoutez, j'ai pris conscience que vous étiez là, et mes pensées vous accompagnent, essayez de passer à autre chose. Mais on ne peut pas intervenir plus. C'est le problème avec les rencontres en rêve. D'accord. Entre les ressentis et l'empathie, quelle est la différence? L'empathie, c'est ressentir les gens, les émotions. Oui, enfin, du coup, oui, c'est quoi la différence entre tout ça? Parce que les ressentis, alors c'est un degré en dessous. C'est un degré en dessous, c'est-à-dire que vous allez percevoir un mal-être au niveau de la personne, mais sans pouvoir le définir pour autant. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. L'empathie, c'est que vous ressentez à 400% le mal-être de la personne et vous savez pourquoi elle est dans cet état. Également, au niveau de l'empathie, ça aussi c'est quelque chose que je traite souvent lors de mes conférences. L'empathie n'est pas du tout un don, n'est pas du tout une capacité surnaturelle. Même les animaux ont de l'empathie. Hein. C'est-à-dire que quand vous vous blessez, quand vous avez mal quelque part, moi je vois mon chat par exemple, s'il y a quelque chose, je me suis pété le pied ou quoi, bizarrement le chat n'en sait rien, je me suis pété le pied. Il va venir se coucher dessus. Oui, ils le ressentent, tout ça, oui. Donc l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui va être vachement plus lié au fait de se mettre à la place de l'autre. C'est ce que ça veut dire à la base. Tandis que le ressenti, lui, c'est juste une impression. Donc c'est un degré beaucoup plus en dessous, mais qui peut être aussi une base de travail. Comme par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez que les énergies sont lourdes, mais vous ne savez pas cibler pourquoi. Vous savez juste que c'est lourd, c'est un ressenti que vous en avez. Si vous arrivez dans une pièce et que vous ressentez les énergies lourdes, mais en même temps vous savez pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a eu des disputes, de la violence, quelque chose de très lourd derrière, ça vous imprègne directement. Vous avez cette lecture qui vient de suite. D'accord. Voilà pour la réponse du coup. Au niveau du ressenti, on peut passer à autre chose assez facilement, tandis que l'empathie, c'est quelque chose qui vous submerge. C'est-à-dire qu'avant de s'en défaire, ça peut demander un peu plus de temps. D'accord. C'est un degré. Donc c'est vrai, ouais, c'est... D'accord, c'est vraiment l'émotion telle que nous, on pourrait la ressentir en tant qu'individu, quoi. Oui, tout à fait. D'accord.
Tiens, tant qu'on a cette question-là, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes quand ils vont sur des lieux d'enquête ou dans des lieux, même sans enquêter ni rien, enfin moi personnellement je ressens des maux de tête. D'après vous, c'est psychologique ou oui, psychologique, ou est-ce que c'est lié à une entité? Est-ce que c'est... Enfin, c'est ça, moi je me pose beaucoup cette question aussi. Alors, je peux dire les deux, mon colonel. Les deux, parce que déjà dans le contexte, dès lors que vous travaillez sur des sites chargés, c'est votre boulot. Donc vous êtes déjà conditionné dans cette idée qui peut être anxiogène en fait, ni plus ni moins. Donc vous pouvez avoir une charge de tension à ce niveau-là qui peut expliquer les maux de tête. Donc là on part sur quelque chose de purement rationnel et médical, comme une tension, comme un coup de tension. Et après, la question serait de voir si justement vous pouvez ressentir cet même état de maux de tête dans un lieu lambda, c'est-à-dire dans l'appartement d'un copain ou d'une copine, en sachant que par exemple il y a son grand-père qui est là, défunt, à côté. Auquel cas, si justement il y a c'est un peu comme un forcing au niveau de l'au-delà, c'est-à-dire qu'un esprit, ça va passer par la communication télépathique. D'accord. D'entrée de jeu. Et en fait, quand l'esprit essaie de faire cette communication télépathique avec vous, ça crée un choc au niveau des énergies. Au niveau de votre aura, qui est votre premier bouclier, qui va faire de la résistance en disant ben non, attends, tu passes pas les limites, je me laisserai pas imprégner, j'ai pas envie d'écouter, ou je suis pas dans cette idée-là. Et lui qui toque à la porte comme un dingue en disant ben si, écoute-moi, laisse-moi entrer, je sens que tu as une sensibilité particulière, j'ai envie de communiquer avec toi. Les esprits n'ont pas d'aura, mais ce sont des ondes qui percutent la vôtre et qui peuvent justement, au bout d'un moment, causer de terribles maux de tête. Donc forcément, là aussi, par rapport au monsieur là qui a posé la question, nécessairement, si vous bloquez dans l'idée de c'est quelque chose qui me veut du mal, eux vont forcer d'autant plus pour prouver qu'ils sont peut-être pas mauvais, ou peut-être que si d'ailleurs, mais ils vont toujours essayer de tenter de forcer la communication. Donc vous vous mettez inconsciemment ou consciemment dans un état de défense, et ça fait une confrontation entre deux champs énergétiques. D'où la sensation au niveau du plexus solaire, puisque le plexus solaire c'est aussi l'un des chakras qui permet ces échanges avec le monde spirituel et le monde énergétique. Et aussi avec le coronal, donc c'est-à-dire au niveau de la tête. Donc on a la pression au niveau du thorax, on a les maux de tête de plus en plus violents. Mais ça va être un forcing, c'est-à-dire que là, du coup, la question que je pose vraiment au monsieur, c'est est-ce que vous avez déjà vécu pas mal d'expériences au niveau de la médiumnité? C'est quelque chose qui est assez familier chez vous? Auquel cas, si c'est le cas, c'est qu'on essaie de faire un contact, qu'on essaie de rentrer en communication avec vous, et vous, derrière, qui faites du forcing, par crainte légitime, hein, il n'y a pas, voilà, je veux dire, n'importe qui, même moi, hein, avec les années et tout, si je vois un défunt qui se plante dans ma cuisine derrière moi, quand je me retourne, je vais lâcher tout le paquet de vaisselle. Hein. Donc voilà, c'est humain d'avoir peur, c'est humain de bloquer, c'est humain d'être sur la défensive. Donc il faudrait voir un petit peu par rapport à sa propre histoire, si effectivement il y a des antécédents, plusieurs signes, plusieurs vécus qui font que on essaie de forcer un peu le contact. D'accord. Alors il y a, comment ça s'appelle c'est qui demande? Logan. Hein. Logan qui dit question à votre invité. J'ai des ressentis et je suis en pâte. Pourquoi les défunts que je connais pas viennent me voir? Parce que vous avez des ressentis que vous êtes en pâte. C'est quelque chose en fait, enfin je veux dire c'est comme un aimant. Enfin moi c'est ce que je dis souvent aux gens en fait. Enfin c'est mon ressenti personnel. En fait, enfin je sais pas, vous me dites si j'ai raison ou pas, hein, parce que moi je suis pas médium ni rien, mais je veux dire comment s'appelle les entités le ressentent en fait quand il y a quelqu'un qui est ouvert à eux. C'est comme un aimant quoi, c'est une éponge, c'est ça en fait. Donc en fait alors on peut parler de vibration, on peut peut-être parler de lumière au niveau de l'aura. Il y a une émanation au niveau de l'aura qui est particulière. C'est pour ça que je rejoins l'idée de votre précédente invitée, parce que les médiums se reconnaissent entre eux, oui, clairement. Il y a une lecture énergétique qui est particulière. Donc si entre médiums on peut se reconnaître, on voit les attitudes des gens, de l'autre côté c'est encore d'autant plus facilité. Donc le niveau énergétique est un petit peu plus haut parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui est là.
Et du coup, ça attire effectivement, comme un phare en pleine nuit, il pourra attirer des papillons et ainsi de suite. C'est vraiment cette même idée. Donc forcément, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est capable de ils vont se rapprocher de cette personne. Par curiosité d'abord, et si la personne a en plus un intérêt avec le paranormal, là ils vont chercher le contact. Ils vont se dire, bah tiens, puisqu'elle est pas réticente à cette prise de contact, je vais un petit peu forcer les choses, voir jusqu'où je peux aller. D'accord. Ok. Je demanderai pas, faut pas rêver toi. Demande toi si tu veux. Pourquoi tu veux pas demander? J'allais me dire pourquoi. T'as peur? Bon, je sais pas moi. On m'a déjà dit donc je vais pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des personnes qui nous ont dit en fait que Alex pouvait avoir des capacités de médiumnité, mais après on n'a jamais vraiment su si c'était vrai ou pas. Parce que tu n'as jamais vraiment pu voir. Enfin, on a entendu des choses, même moi j'ai entendu certaines choses et tout ça. J'ai eu plusieurs cas de... Voilà, et on m'a dit que je n'étais pas médium. Alors, je me pose des... Alors, il y en a qui m'ont dit que j'étais médium et d'autres que je ne l'étais pas. Mais c'est pour ça qu'on se pose la question tous les deux de savoir si c'est le cas ou pas, et on a du mal là-dessus, quoi. C'est surtout ça. Moi, je dirais là comme ça d'entrée de jeu, parce qu'après, je ne suis pas familière avec votre groupe, donc je ne vous connais pas plus que ça, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai, oui. Je suis impartiale. J'avais juste vu une de vos vidéos, c'est là qu'on s'était entretenus, qu'on s'était trouvés aussi. Et pour moi, les deux, vous êtes médium. Hein. D'accord. Clairement, vous êtes médium. C'est juste qu'après, vous avez un regard qui est tout autre, qui est beaucoup plus rationnel, qui a besoin d'avoir d'éléments tangibles, qui a besoin d'avoir des preuves. Donc du coup, tout ce qui est au niveau de la médiumnité, on va dire extrasensorielle, c'est un petit peu comme de la poussière qu'on va mettre un peu sous un tapis. Ça peut gêner, on n'a pas trop envie d'en s'en mêler, on reste sur un terrain connu qui est le monde matériel aussi, et en même temps, vous êtes totalement ouverts l'un et l'autre par rapport à vos propres ressentis, par rapport même à votre empathie. Ouais, bah c'est ce qu'on pense. Vous percevez les choses, vous ressentez les choses, mais si je peux pas franchir cette frontière entre j'ai envie de m'y mettre franchement, et non, je préfère garder un petit peu ma zone de sécurité, je suis juste ce qu'on appelle sensitif. Enfin, en tout cas, moi je les appelle comme ça, les sensitifs, je ne sais pas si c'est un terme qui est usité. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont bien au-delà de l'intuition et qui arrivent à avoir des sens extrasensoriels assez aiguisés. Et pour autant, ne souhaitent pas ou font le choix ou ne peuvent pas établir le contact de manière franche. Pour l'un comme pour l'autre, alors là, c'est pas une séance que je vous fais à tous les deux. Hein. Non, mais on sait bien. Pour l'un comme pour l'autre, ce qui est marrant, c'est qu'on me dit que vous en avez eu des preuves comme quoi vous avez vu, ressenti des choses, même si c'était de manière furtive. Vous avez été témoin, et pas seulement uniquement avec du matériel. Donc, si c'est le cas, si c'est ce qu'on me présente est vrai, je me dis, voilà, c'est juste, vous êtes plus sur la réserve, c'est votre zone de sécurité, tout simplement. Vous avez trouvé ce mode de fonctionnement en tant qu'enquêteur du paranormal, ce qu'on pourrait appeler aussi des parapsychologues. Voilà, c'est-à-dire ce besoin d'être très... encore cartésien, voilà, éprouver les choses, tester les choses pour pouvoir essayer d'y adhérer et d'apporter des preuves vraiment quelque chose de matériel et de probant pour aider comme ça à cette prise de conscience en disant, mais enfin bon, la prise de conscience elle existe depuis des millénaires, hein, parce que le contact avec les défunts elle existe depuis des millénaires, hein, les rites funéraires aussi existent depuis des millénaires, donc voilà, on y est, mais il y a ce côté de on veut du tangible, et ben on a cette sensibilité, mais nous, on va travailler sur tout ce qui est tangible, les preuves, les enregistrements, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Mais vous avez totalement trouvé le truc, hein, de toute façon. Mais c'est juste qu'on voulait la confirmation. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'on avait certaines capacités, mais on se posait encore la question, parce qu'il y en a qui nous disaient que non, d'autres qui nous disaient que oui. Alors bon, on reste toujours là-dessus. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enquêteurs paranormal, on est beaucoup, entre guillemets, critiqués, parce que quand on fait une enquête vidéo qu'on va poster sur YouTube et tout ça, si tout de suite Déjà, il faut savoir qu'en tant qu'enquêteur, les ressentis ne sont pas considérés comme des preuves. Donc, dès qu'on va dire des ressentis, des trucs comme ça, tout de suite, on est des extraterrestres. Hein. Donc, en fait, c'est ça le problème. Je pense que la médiumnité et être enquêteur, c'est pas, comment je dirais...
comment je pourrais dire ça, c'est pas, on peut pas les lier tous les deux, quoi. C'est vraiment deux trucs différents. Enfin, je pense, Moi, je pense à qu'on mon peut avis. lier. Non. Hein? De quoi? Non, je pense pas qu'on peut lier parce qu'en tant que, bah, comme disait Inès, en tant qu'enquêteur paranormal, on va toujours demander du tangible, du rationnel, les preuves. En fait, on veut vraiment les preuves A à Z de ce qu'on avance. En tant que médium, il faut vraiment qu'on lie à son instinct, enfin, ses ressentis. Il faut qu'on se fasse confiance à nous, quoi, en fait. Donc. Non, et non. Non. Non, parce qu'au niveau de la médiumnité, clairement, hein, ça par contre, ça c'est ma ligne de. J'ai branché le téléphone. Ma façon de travailler. Au niveau de la médiumnité, quand vous arrivez chez un médium, vous vous posez rien. C'est-à-dire que même moi, quand je travaille sur des cas de hantise, on me demande passe à la maison, qu'est-ce que tu perçois? Et je dois exprimer ce que je vois et ce que je perçois. C'est une nécessité. C'est-à-dire que déjà pour nous aussi en tant que médium, la nécessité de la preuve, elle s'impose. Tout simplement parce que quand vous parlez d'un défunt, si vous dites à quelqu'un, ben voilà, je vois un grand-père qui est décédé à 85 ans d'un arrêt respiratoire, ça va concerner à peu près 100% des gens qui ont perdu un grand-père. D'accord. Si vous parlez oui, c'est vrai, ouais. Parti d'un arrêt respiratoire et que c'était au beau milieu de la rue, en plein mois de novembre, et qu'il était tout seul, et qu'on l'a retrouvé là c'est un peu plus éloquent. Ouais. Donc il y a quand même une nécessité, entre guillemets, d'apporter la preuve de ce qu'on avance. C'est-à-dire que le ressenti est juste une petite base de travail. Et après tout le reste, moi quand je travaille avec les médiumnités en salle ou les guidances en salle, les gens, je ne les connais pas ni d'Ève ni d'Adam, ils ne me connaissent pas non plus. Ils arrivent avec la photo d'un défunt, ou alors ça se fait directement au feeling, c'est-à-dire sans avoir besoin de la photo. Et on retrace l'histoire de la personne de A à Z avec son état émotionnel, son caractère, la cause de son décès, les messages aussi qu'il transmet. Quand il nous annonce des choses que de son vivant, il ne pouvait pas connaître, mais dont il parle parce que lui en avait connaissance une fois de l'autre côté, le médium, en toute logique, n'est pas en mesure de savoir ces choses-là. Donc c'est autant d'éléments probants. Si vous arrivez chez un médium en disant, écoutez, j'ai perdu telle personne dans telle condition et tout, si vous apportez tout sur un plateau d'argent, la personne en face peut vous broder n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Donc c'est, nous, chez nous, enfin pour ma part en tout cas, avec les vrais médiums, le silence est d'or. C'est-à-dire vous arrivez et vous dites simplement la raison de votre venue, j'ai perdu quelqu'un, ou je cherche à rentrer en contact avec un guide, ou pour autre chose, les vies antérieures, la lecture de l'aura ou quoi. Et la personne travaille comme ça, sans filet, aucun. C'est une garantie. Il y a une nécessité de preuve à chaque fois. Après, à votre niveau, la preuve matérielle, moi j'ai un total respect là-dessus parce que je me dis... moi, j'adorerais qu'on me mette une caméra dans la tête pour qu'on projette sur un grand écran ce que je vois et puis des micros dans mes oreilles pour vous montrer ce que j'entends et tout ça. Moi, je trouve ça génial. Donc, vous apportez cet élément matériel qui, pour moi, est très complémentaire au niveau de cette recherche de preuves de l'au-delà, de recherche de pourquoi, de comment et qu'est-ce qui se passe et tout ça. On est complémentaires. On n'est pas indissociables autant que ça, au final. Mais je comprends quand même cet aspect de se dire est-ce que c'est beaucoup plus soumis à caution avec un médium? J'aurais tendance à dire oui, on est un petit peu l'enfant pauvre entre guillemets parce que voilà, nous on est toujours tenus d'apporter des preuves et ainsi de suite. C'est la moindre chose qu'on puisse demander à un médium parce que si un médium n'apporte pas de preuves, oui. n'importe quoi. Et justement, donc on disait qu'il y a donc des personnes qui peuvent, entre guillemets, prédire le décès de quelqu'un. Mais est-ce que vous pensez justement que la personne qui va décéder, le ressent, je veux dire, je sais pas, comment s'appelle ma maman. Donc ma maman est décédée il y a 3 ans. Je me rappelle avant qu'elle décède, je la voyais regarder des choses en fait. Avant son décès, je dirais 1 ou 2 semaines avant son décès, elle regardait tout le temps la porte, elle regardait dans le vide, et pourtant elle était consciente de ce qu'elle faisait. Mais c'est comme si elle voyait en fait des êtres qui n'étaient pas là. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué en fait, de me dire, tiens, est-ce qu'elle voit quelque chose? Alors c'est ça la question que je me posais. C'est pas
impossible, hein, c'est pas impossible du tout, parce que ça, j'ai eu le cas avec d'autres personnes où justement sur des fins de vie, ils voient certains de leurs proches qui viennent pour les accueillir. Et j'ai eu le cas tout récemment avec une dame que j'ai eue en consultation qui est sa maman en fin de vie là. Et je lui ai expliqué, mais écoutez, cette dame avait un frère et son frère se présente déjà à elle. Elle m'a dit oui, je le sais parce que je le ressens. Et elle m'a dit comme quoi elle l'avait vu plusieurs fois venir dans sa chambre. Donc c'est pas du tout impossible. Et ça, j'y crois. Et en même temps, c'est quelque chose qui est rassurant aussi. On parle souvent de ce tunnel. Souvent de ce tunnel où on a nos proches défunts qui viennent nous accueillir. Et là, la question se pose, c'est justement, est-ce que des fois, ils ne viennent pas un petit peu anticiper avant ce passage dans le tunnel pour essayer d'apaiser autant que faire se peut la personne qui va bientôt partir, pour faire cette transition de vie à trépas de manière la plus douce possible pour essayer de rassurer autant que faire se peut. J'y crois dur comme fer. Et j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens, donc je peux qu'aller dans ce sens aussi. D'accord. Et disait, j'ai remarqué que beaucoup de médiums étaient en couple avec des médiums, ils s'attirent, moi c'est mon premier critère. Voilà. Si tous les médiums devaient se mettre en couple avec des gens qui sont médiums, il y en aurait encore plus qui seraient célibataires, je pense, parce que bon, c'est pas tout le temps que ça tombe comme ça. Donc voilà, il faut trouver déjà quelqu'un avec qui on se correspond. Après, on en discute. On voit si ça marche ou pas. S'il y a un terrain favorable d'entente vis-à-vis du couple, tant mieux, on peut en discuter, évoluer là-dessus. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente, dès lors qu'il y a du respect et de la tolérance de la part de l'un des deux conjoints, c'est pas la peine, j'allais dire, de bourrer le mot, quoi. C'est pas la peine d'imposer en disant, ouais, mais ouvre-toi, sois plus spirituel. Ouais. Si le gars ou la nana en face, ça n'a strictement rien à faire, fort heureusement, je pense que le couple se construit autrement que sur la spiritualité. Donc voilà, on laisse ça, on garde ça pour soi, c'est notre petit jardin secret, on est là-dedans. Et le couple se forme parce qu'on est complémentaires l'un de l'autre et ainsi de suite. Après, le fait que des médiums puissent se mettre en couple, oui, mais après on évolue aussi. Voilà, vous avez une sensibilité avec Alex, voilà, vous êtes aussi comme ça, raccord sur la même longueur d'onde. Voilà, vous êtes trouvés comme ça aussi, donc ça fonctionne comme ça. Mais voilà, c'est pas le passage obligé pour être heureux. Voilà, pour rechercher ça non plus. Voilà, rechercher ça non plus, c'est pas ça. Ça fausse un peu pas mal de choses. Mais sauf faire un petit peu Cupidon, on va dire, les choses de la vie. Et du coup, oui, donc vous avez des enfants. Est-ce que vous savez si vos enfants ont ces capacités-là? Alors j'ai un grand de 14 ans. Alors lui, il est plus dans le magnétisme, ce qu'on appelle aussi les sourciers. D'accord. Donc il ressemble, mais de manière voilà. Alors on a pareil aussi en tant que maman, en tant que maman et en tant que médium. Quand j'ai eu mes enfants, je ne les ai pas éduqués là-dedans du tout. Dans les trois présentent des choses. Après, je pense qu'ils voudront, ça évoluera comme ils voudront. Mais oui, les trois sont là-dedans. Donc dans héréditaire, ouais, je pense que oui, parce que beaucoup de médiums ont des enfants médiums, beaucoup de magnétiseurs ont des enfants qui deviennent magnétiseurs. Oui, donc c'est il y a comme une continuité. Ouais. J'ai une question pour Inès. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup de sifflements aigus dans la tête, des vibrations, et est-ce que ça peut être un début de clairaudience? Alors, moi, j'ai toujours une approche très cartésienne et très rationnelle, même en étant médium. C'est-à-dire qu'à la base, dès qu'il y a un souci, que ce soit au niveau des yeux, dès que c'est un souci au niveau des oreilles, allez voir le doc. Ouais. Un bilan. Parce que si on part dans l'idée, je vois des petites étoiles devant mes yeux, j'ai la clairvoyance qui s'éveille, j'entends des sifflements à l'oreille, j'ai la clairaudience qui s'éveille. Si on passe à côté de quelque chose de purement médical, ce serait dommage. Et après, on peut poursuivre un leurre aussi, pour l'idée de se dire j'ai une clairvoyance ou une clairaudience qui s'éveille, alors que pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est purement physiologique. Donc une fois le bilan, j'allais dire ORL, une fois le bilan par le doc fait, que le gars il vous dit il n'y a strictement rien, tout est nickel, là on va commencer à parler d'éveil de la clairaudience, ou même sans viser non plus la clairaudience, de percevoir justement cette insistance de l'autre côté du monde invisible à essayer de rentrer en contact avec vous. Là aussi pareil, hein, j'ai des gens qui ont de la clairaudience depuis 5 ans, qui ont des acouphènes ou des sifflements à l'oreille depuis 5 ans.
et qui ne comprennent pas, alors qu'il n'y a strictement rien au niveau médical, et qui ne comprennent pas pourquoi la clairaudience ne vient pas. Parce que ces personnes sont médiums, elles ont déjà attesté par rapport à leurs aptitudes et tout, donc elles sont clairement médiums, mais elles regrettent limite de ne pas avoir cette clairaudience. Et là, je les invite toujours à se poser la question, mais vous recherchez à avoir la clairvoyance ou la clairaudience, mais si vous êtes plus sur du télépathique, il faut laisser venir déjà ce pourquoi ça marche en fait. Et les gens me répondent en général, bah oui c'est vrai qu'au niveau de la télépathie ça marche super bien, j'ai des visions, j'ai des flashs, j'entends des voix dans la tête et après quand je les présente, et ben c'est du concret et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. En face j'ai toujours quelqu'un qui vient valider ce que je perçois, ce que je vois en vision ou en dialogue télépathique. Donc disons que la quête entre guillemets des clairsens, que ce soit au niveau de la vue ou au niveau de l'oreille, je trouve que c'est dévaloriser la médiumnité en tant que telle, puisque moi j'ai fait le choix de faire que par de la télépathie, donc j'ai tout ce que j'entends dans la tête et je vois intérieurement par visualisation, et ça me suffit amplement. Je crois même que j'aurais les chocottes si je commençais de nouveau à les voir en vrai et à les entendre à l'oreille. Donc je suis bien contente dans ce milieu-là parce que du coup c'est moins impactant, le fait de travailler par télépathie, parce que du coup je peux gérer pas mal de choses et mettre des limites, tandis que quand vous avez un défunt qui se présente droit devant vous, en chair et en esprit, ou quelqu'un qui vous parle à l'oreille d'un seul coup, ça peut être là aussi choquant. Donc il faut avancer prudemment et recevoir qu'on vous donne et arriver à travailler déjà avec ce qu'on vous donne. Et après, petit à petit, ne commencez pas à viser je veux être clairvoyant, je veux être clairaudient. À la limite, on s'en fout. Déjà, faites du bon boulot avec ce qu'on vous donne. Sachez travailler avec ce qu'on vous donne. Déjà à la base, laissez parler un petit peu tout ça là. C'est un travail, c'est un apprentissage. Donc, on fait venir les choses petit à petit. Après, on verra ce qu'il adviendra. D'accord. Patricia qui dit l'année passée, le grand-père d'une amie que j'ai beaucoup soutenu sur la fin, quand il est décédé, pile poil à l'heure où il est parti, ma sonnette a sonné, à savoir que la pile était plate depuis un moment. Donc est-ce que ce serait cette défunt-là qui aurait fait sonner la sonnette? Ça peut être un signe, hein. Ça peut être un signe. Là par contre, j'en appelle à vous, à vos propres expériences en tant qu'enquêteur du paranormal. En général, tout ce qui est utilisation des ondes magnétiques, électromagnétiques, ils sont assez forts de l'autre côté pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui est assez reconnu et ça revient assez souvent. Voilà, ça passe par des ondes électromagnétiques assez souvent. Moi j'ai eu le cas d'une dame il n'y a pas très longtemps. Je lui ai expliqué que son grand-père lui donnait des signes depuis un moment. Elle me disait ouais mais de quel style? Je lui ai fait en fait il vous éteint toutes les lumières. Elle m'a dit, c'est dingue ce que vous me dites parce que c'est vrai. Elle m'a dit, j'ai même testé parce que du coup, je me demandais si c'était moi qui étais étourdie au point d'avoir oublié que j'étais une lumière. Et en fait, elle a pris au mot le test, c'est-à-dire qu'elle a allumé toutes les lumières de sa maison. Elle est partie dans un café. Elle est revenue, toutes les lumières étaient éteintes. Donc, moi, ce qu'elle est complètement de la tête, c'est de passer pour éteindre. Et elle me disait, mais en même temps, je le comprends parce que c'est un monsieur qui a vu l'arrivée de l'électricité et tout chez lui à la maison. Donc, peut-être qu'il est économe et qu'il ne supporte pas de voir tout allumé tout le temps. Voilà, donc tout ce qui est au niveau de l'électricité, tout ce qui est au niveau même des PVE. Les PVE, ça, c'est pas bon si je vais comprendre. Ce sont des voies donc électroniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas laryngées. Ça ne passe pas par les cordes vocales. Ce sont purement des voies électroniques, puisque ce sont d'autres fréquences que les voies laryngées, donc par les cordes vocales. Donc on est sur des ondes électromagnétiques et ainsi de suite. Donc tout ce qui a attrait de près ou de loin avec l'électricité, les lignes téléphoniques, les transistors, la télé, tout ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Qui marche assez bien avec les défunts. Donc oui, ça peut être un signe, tout à fait. Christine qui dit merci Inès pour les réponses. Patricia qui dit ma dernière fille qui a 9 ans maintenant, de ses 3 ans à ses 6 ans, avait une amie imaginaire. Ah, les amis imaginaires, c'est un vaste sujet. Ça a viré. Attends. Donc, de ses 3 ans à 6 ans, elle avait une amie imaginaire, et s'est avéré, en posant des questions anodines pour elle, qu'il s'agissait d'une jeune fille qui était décédée depuis au moins 100 ans. Elle ne savait pas qu'elle était morte et cherchait ses parents. Au bout de 3 ans, elle est partie.
Alors, c'est vrai que le monde imaginaire, en fait, il va s'arrêter. Bon, ça existe, hein, les amis imaginaires existent, hein, heureusement. Oui, bah oui. La différence avec les défunts comme ça qui accompagnent les gens, c'est que justement, l'ami imaginaire, dans le fantasme de l'enfant, c'est quelque chose d'idéal. C'est quelque chose qui répond à ses attentes, c'est quelque chose qui ne déçoit jamais, c'est quelque chose de parfait, puisque c'est l'ami imaginaire. Donc, dans l'absolu, c'est parfait. Un défunt n'est jamais parfait. Il a des états émotionnels, il a sa propre personnalité, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, modulable, malléable par l'esprit de l'enfant. C'est quelque chose qui est totalement indépendant de lui. Donc là aussi, il faut prêter attention. Je reviens sur une petite annotation sur l'idée que les défunts, certains défunts ignorent qu'ils sont morts. Moi, je suis totalement opposée à cette idée. Tous les défunts, sans exception, savent qu'ils sont décédés. Par contre, dans le lot, il y en a certains qui refusent de l'être. Ça veut dire qu'ils rentrent dans le déni. Ah. Donc même les personnes qui sont mortes, je dirais, subitement, ils savent qu'ils sont décédés. Bien sûr. Mais ils le refusent. Il y a une transition qui est faite. C'est ça, il y en a qui disent qu'ils savent pas, il y en a qui... Planifier de l'autre côté. Il y a une transition. L'état des EMI, quand vous avez cet accueil au niveau des gens, il existe pour tout le monde. Puisque même quand il y a des morts subites, j'allais dire, c'était inscrit au programme. Même si c'est une mort accidentelle, c'était quelque chose qui devait arriver. Vous entendrez souvent les gens dire, c'était son heure. Ben voilà, c'est peut-être une mort accidentelle, mais oui, c'était son heure. Donc, il y a une programmation de l'âme pour partir de l'autre côté. Donc, même dans le cas des morts soudaines, accidentelles ou brutales, ils savent qu'ils sont décédés, c'est juste qu'après, ils sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils refusent de l'être. Je crois moi, perso, j'en veux vachement avec au film Sixième Sens, qui a entretenu cette légende urbaine comme quoi un défunt ne sait pas qu'il est décédé. C'est un voile en fait qu'ils posent. Ils sont vraiment dans le déni, c'est-à-dire que non, j'ai envie de rester là, j'avais des choses à faire, je n'ai pas envie d'avancer parce que ce qui m'attend de l'autre côté m'inquiète, ou j'ai trop besoin de soutenir mes proches qui sont dans la peine, et ainsi de suite. Il y a un milliard de raisons qui fait que le défunt refuse cet état, ce nouvel état d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'est plus incarné, il est défunt, il est décédé. Mais ils le savent, ils sont dans le monde. C'est juste un délire, mais bon. D'accord. 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 Donc la personne qui disait qu'il y avait des sifflements sur les oreilles, elle dit qu'elle a déjà fait un bilan, mais on ne m'a rien trouvé. Donc ça, bon, toujours pareil, voilà, on revoit un petit peu le contexte, s'il y a eu d'autres phénomènes en amont, même si c'est assez anecdotique, hein, mais au niveau de la médiumnité, comme ça, c'est quelque chose qui est forcément récurrent, qui perdure dans le temps, qui revient de manière cyclique. C'est-à-dire, mettons, moi, dans mon bouquin, j'en parle comme ça, c'est-à-dire qu'en général, c'est durant la petite enfance, après c'est à l'adolescence et après c'est à la trentaine. Si vous loupez le coche entre 5, enfin, mettons quand vous êtes tout petit, vous loupez le coche quand vous êtes ado, pourtant on vous donne des signes. Hein. Il y a des phénomènes qui arrivent tout autour de vous, mais en même temps, vous faites la sourde oreille ou ça ne vous intéresse pas ou vous en avez peur. Et après, plus tard, ça revient de manière beaucoup plus dense ou de beaucoup plus insistante. Mais ce système d'acouphène peut être un symptôme. Mais toujours rester prudent et voir un peu en amont s'il y a eu d'autres phénomènes par ailleurs qui pourraient appuyer la thèse. Est-ce que je suis bien? Oui, j'ai l'impression que oui, parce que j'ai vécu d'autres trucs bien avant. D'accord. Moi, je te demande s'il n'y avait pas de message après. Ben, je regarde. Donc, entendre sans entendre et voir sans voir, c'est de la télépathie. Est-ce de la médiumnité? Alors, oui. C'est-à-dire que quand je dis que les défunts sont télépathes, les esprits sont télépathes, hein, puisqu'ils lisent dans nos pensées, et puisqu'ils communiquent, ils nous influencent aussi. C'est parler sans parler, quoi. Bah, c'est oui. Voilà, oui. Ouais, c'est une influence en fait qu'ils peuvent donner. Et nous, pareil, quand on parle à nos défunts, quand on a des intentions pour eux, on travaille aussi par la pensée. On leur envoie des intentions et ainsi de suite, sans pourtant les verbaliser, on y est, quoi. Donc cet aspect télépathique existe. La différence entre la télépathie et la médiumnité, elle est assez facile à faire au niveau de la preuve. C'est quand j'ai eu le cas, donc ça va être assez parlant aussi.
J'ai eu le cas d'un défunt qui s'est présenté pour une dame, sauf que le gars, enfin le monsieur, soyons polis, le monsieur existait à l'époque de Victor Hugo. Donc ça date. On est sur du 1800, quelque chose comme ça. Ça date et tout. Et le monsieur me donnait son prénom et m'expliquait qu'il avait été un notable dans sa ville. Alors pour moi, notable, je me dis, c'est soit un médecin, soit un conseiller municipal, quelqu'un qui avait de l'envergure du poids, ou peut-être même un maire ou quelque chose comme ça. Donc, et il était commerçant, il m'expliquait, voilà, donc il me donnait pas mal d'éléments. Et la mise dit non, pas du tout, ça me parle pas, ça va du tout, pas du tout, pas du tout. Je fais, renseignez-vous. Et ça n'a pas loupé. L'après-midi même de la séance, l'après-midi même, ma mère me dit, écoutez, je suis allée voir ma mère, je l'ai dérangée, je lui ai demandé si on avait eu quelqu'un qui était un notable dans la ville, qui s'appelait Pierre, me semble-t-il, et voir s'il avait une place, vraiment un certain statut au sein de la ville. Et la maman lui a confirmé en disant, écoute, l'arrière-grand-père était maire de sa ville. Je te montre la photo. Alors là aussi, pareil, quand je travaille avec les défunts, je ne travaille pas sur la photo des défunts, je travaille toujours sur la photo des gens qui demandent les contacts. D'accord. Et après, bon, moi, je complique un peu la sauce, là encore, je présente des photos sosies des défunts que je vois. Donc voilà, je corse un peu la chose. Avant, je m'amusais à faire des portraits robots. Mais comme dit la pub, ça c'était avant. Donc ça prenait un temps de dingue, donc j'ai vite arrêté. Et donc après, j'ai retrouvé par rapport à des photos sosies, je me dis ça marche aussi bien. Et la Miss, elle disait, est-ce que la médium t'a donné une photo sosie, puisqu'elle travaille comme ça? Et puis oui, attends, voilà, ça ressemble à ça. Et puis tiens, voilà la photo de l'arrière-grand-père. Ah bah tiens, ça ressemble à 80% au bonhomme, quoi. Donc ça, moi perso, je ne pouvais pas le savoir. La jeune femme ignorait. Donc on n'est plus du tout dans le registre de ce qui est un risque de télépathie. On est vraiment sur un état de médiumnité avec un dialogue. D'accord. Donc ce sont deux choses vraiment à part. Deux choses différentes. Ouais, deux choses différentes, ouais. Ouais, deux choses qui peuvent être complémentaires aussi pour un certain travail, mais on est quand même, voilà, dans cette idée de la médiumnité, il faut des preuves tangibles, il faut vraiment quelque chose qui, en face, on dit, waouh, ouais, la fille ne peut pas savoir, quoi. Voilà, c'est là où il y avait la médiumnité. Donc il faut toujours rester dans cette idée de preuve, d'apporter la preuve en tout cas. D'accord. Christine dit bien sûr qu'ils savent qu'ils sont décédés. Bah après, encore une fois, on aura il y en a qui disent qu'ils ne le savent pas, il y en a qui disent qu'ils le savent, donc... Alors... J'ai des visions depuis peu, j'entends des noms et des prénoms. C'est de la clairaudience. Clairaudience, c'est entendre. Des visions... Et Patricia, pour répondre au fait qu'elle ne savait pas qu'elles étaient décédées, ce sont les mots de ma fille, qui était fort petite à l'époque. Peut-être que ma fille refusait le fait que son amie était morte. Oui, peut-être. Aussi. Oui, bien sûr, on les entend par les pensées. Bah, c'est de la communication télépathique, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Tu parles au lieu avec les mots, c'est la pensée. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et il y a beaucoup de médiums qui le disent, ça, qu'il y a beaucoup de communication par rapport à... Enfin, télépathiquement parlant, je veux dire. Alors, je regarde vite fait. Ah oui, c'est ça la question que je voulais vous poser, que j'avais pas fini. C'est une dernière question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la voyance et la médiumnité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font... C'est différent encore, voyance et médium. Bah oui, mais c'est pour ça que je voudrais que, si elle veut bien nous répondre, Inès, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent en fait les deux. Alors, la voyance, en fait, c'est arriver à définir des possibles devenirs au regard de l'histoire passée d'une personne et au regard de sa situation présente. Bien sûr, toujours dans cette idée que la personne ne veut rien avant. Alors moi, je vais être encore entitinante avec ça. Moi, je travaille en voyance médiumnique. C'est-à-dire que quand moi, je travaille en voyance, je m'adresse directement soit au défunt de la personne, soit à ses guides. D'accord. Donc, c'est pas moi qui vais chercher. Alors ça, c'est mon point de vue par rapport à ma situation à moi. Je m'estime, moi, très mauvaise en voyance. C'est-à-dire le fait d'aller faire des questions sur des choses. Bravo. Pardon. Si j'essaye Désolée. Si j'essaye je peux arriver à avoir les situations passées et présentes, mais si j'essaye de prédire des choses, je doute de moi énormément. Alors que si je passe par les défunts et par les guides, là, je doute pas. Là, je doute pas, je me dis, c'est bon. Si je leur donne... la voyance va être... après, dans la voyance aussi, vous avez ce qu'on appelle la cartomancie.
Lana qui s'aide avec les cartes, oui. Voilà. Un cartomancien, la cartomancie s'apprend. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des aptitudes extrasensorielles pour devenir tarologue. Vous pouvez apprendre à tirer le tarot. Donc il y a une sorte d'énergie particulière, on va dire, qui vous rend sensible à une forme de communication, mais qui est très subtile par le biais des cartes. Tandis qu'un médium, dans l'absolu, n'a besoin d'un support pour travailler. Moi, quand je travaille avec les défunts, avec les guides, ou même dans la voyance médiumnique, je n'ai aucun support. Moi, je me souviens au début, quand j'allais chez les gens, pour beaucoup, je me souviens d'une dame, elle me dit, elle me dit, vous attendez quoi? Alors, je dis, j'attends quoi? Elle me dit, mais c'est quand que vous sortez les cartes? Je lui dis, mais il n'y a pas de cartes. Et vous voyez comment vous faites? Je dis, j'ai pas besoin de cartes, je me connecte directement à autre chose et je vous donne ce que moi on me donne à vous dire. Ah, mais vous n'êtes pas. Ben non, c'est ce qu'on appelle de la médiumnité pure. Oui, il est pur, mais impur. Pur sans pur. Peut-être voyant. Un médium peut être voyant et peut aussi utiliser ses supports en cartomancie et tout, ou le pendule ou autre, ou des oracles, alors qu'un voyant n'est pas nécessairement médium. Que le tarot peut s'apprendre sans que vous ayez la moindre aptitude extrasensorielle. Vous pouvez prendre des cours de tarot et arriver à un résultat aussi tout efficace avec un tirage de cartes. C'est une sensibilité qu'il y a, mais ce n'est pas de la médiumnité, c'est encore autre chose. D'accord. Ok. En tout cas, merci pour ces réponses. Je vois qu'il n'y a plus de questions sur le live. Oui, ils ont dit yes, enfin, un jour avec les messages. Oui, c'est bon, on est enfin à jouer avec les messages, là, c'est bon. Là, je crois que tout le monde commence à plancher, là, il se fait tard. Oui. Pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de partager cette fin de soirée avec vous et je vous remercie encore une fois de votre invitation. Non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Puis merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces questions-là qui sont venues de partout. Et voilà, c'est au plaisir de se reparler par la suite et il n'y a pas de problème. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à vous deux une bonne soirée. Un grand merci à Inès. Oui, merci beaucoup. Christine qui dit un grand merci à Inès. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée maintenant parce que c'est vrai qu'il est déjà minuit. Et voilà, quoi. Merci encore énormément. On est déjà demain, ça y est, on y est. Oui. Lana qui dit merci Inès. Voilà, merci Inès. C'est très très gentil. Je vous remercie à tous. Merci à tous pour vos questions. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, tout pareil. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.